Je vais faire en fait 3 points sur l'endoscopie en 2018. La gastroplastie, puisque c'est quand même une technique en plein essor. L'intérêt des ballons gastriques, on va pas revenir sur les techniques dans la nage, parce que c'est un sujet d'actualité aussi. Et enfin, je vais vous parler d'une technique qui va se développer, qui a le marquage CE, en tout cas, qui n'est pas encore développée ici, mais qui est intéressante peut-être pour l'avenir. Donc, je vous rappelle, les procédures bariatriques, d'endoscopie bariatrique, elles sont entre les médicaments et la prise en charge pluridisciplinaire, qui est toujours associée d'ailleurs avec le reste, et la chirurgie. Donc, il y a essentiellement les ballons intragastriques et les techniques de suture. L'overstitch, donc la gastroplastie, est une technique qui nous permet de faire des sutures tout avec des fils tout en agissant de l'extérieur. Donc, c'est très intéressant. Je ne reviendrai pas sur la technique que j'ai présentée l'année dernière, pour ceux qui étaient là. Donc, on a un système qui nous permet d'introduire un fil qui est monté sur une aiguille à l'extrémité de notre endoscope. Et on agit de l'extérieur. On a un double canal, il faut un double canal opérateur. Et on agit de l'extérieur pour faire la technique. Et on a un double canal opérateur parce qu'on a aussi une hélice qui nous permet d'attraper la muqueuse pour pouvoir faire nos sutures. Donc on est autonome de l'extérieur pour pouvoir faire cette technique. Et à la fin, une fois qu'on a fait notre suture, qu'on a fait nos points de suture, quand on veut larguer la suture, enfin serrer notre suture, on retire l'hélice qui a servi à prendre la muqueuse et on met un autre instrument qui nous permet de larguer notre suture et de la couper. Bon, mais la technique, ce n'était pas le but d'aujourd'hui. Donc je vous ai quand même mis une vidéo que vous pourrez peut-être faire partir, parce que moi je ne peux pas le faire d'ici. Qui vous montre donc qu'on fait pas. Alors là, vous voyez, par exemple, je l'ai essayé parce qu'elle n'est pas très jolie, cette vidéo, mais on voit qu'on a parfois du mal, on fait des bikes, on va derrière, on va dans la séreuse, hein, quand même, on va derrière, on va à l'extérieur, mais parfois, si le bike est trop gros, on a parfois du mal à récupérer notre aiguille. Donc, il faut faire des bikes entre pas trop gros, pas trop petits, pour que ce soit bien. Donc, c'est pour montrer la technique. Bon, une fois qu'on a fait ça, on fait donc des sutures en U. Enfin, il y a plusieurs écoles, hein, mais enfin, la plus technique, la plus simple, c'est de faire des sutures en U. On fait donc une première suture avec 7 points. On ne va jamais dans l'antre, on commence dans le fondus. C'est au niveau du fondus qu'on va réduire la taille du fondus. Et donc, une fois on fait ensuite 2 ou 3 ou 4 sutures, suivant en général c'est 3 ou 4, suivant ce dont on a besoin par rapport à la taille de l'estomac, par rapport à l'estomac. Alors, il y a 2 écoles. Il y a une école qui dit il faut monter jusqu'en haut comme les chirurgiens, comme les gastrectomies, donc on remonte très haut dans le fondus, et puis il y en a qui dit non, il faut s'arrêter et pas aller sur la grosse tubérosité. Il n'y a pas de consensus obligatoire. Ce qui est sûr, c'est quand on monte haut, il y a plus de risque d'hémorragie, voire éventuellement de complications type fistule, encore que. Mais des hémorragies, c'est sûr que dès qu'on monte et qu'on commence à faire des points dans la grosse tubérosité, on n'est plus tout à fait dans le même topo que quand on est plus bas. Mais c'est un peu plus risqué. Après, et puis ça peut donner des poches en plus au-dessus. Donc, l'idéal, actuellement pour moi, en tout cas, il faut faire ce qui est validé par les gens qu'on fait beaucoup, c'est faire le fondus, peut-être pas la grosse tubérosité, mais bien le fondus. Et pas faire de poche aussi. Donc c'est ça, on peut passer à la diapositive suivante. Il existe donc des modifications physiologiques qui ont été démontrées par des techniques de scintigraphie. Alors vous voyez là ce que ça donne une fois qu'on a fait notre gastroplastie. Quand on fait un transit à la graphine, on voit ce que ça donne. Il a été montré quand on fait à 0 et à 3 mois que de façon significative, il y a un ralentissement de la vidange gastrique qui est aussi montré par la scintigraphie. Alors les indications, moi je vais être claire, c'est l'IMC entre 30 et 40. Ça peut être peut-être un peu moins, mais on peut toujours le faire à quelqu'un qui a un IMC au-dessus de 40, qui pourrait bénéficier de chirurgie bariatrique et qui ne veut pas. Alors là, ok, on lui dit, monsieur, on ne va pas faire comme sleeve gastrectomie, on ne retire pas les cellules à gréline, on n'agit pas, on se contente de réduire la taille de l'estomac. Et donc la perte de poids ne sera pas la même qu'avec une sleeve gastrectomie. Il n'y a pas les mêmes non plus complications, mais enfin, il faut pas vendre n'importe quoi. Donc il faut expliquer aux gens, comme pour les ballons gastriques, des gens qui ne veulent pas se faire opérer, qui veulent poser un ballon, oui, ok, mais ne vous attendez pas à perdre 50 kilos dans l'année. C'est l'indication, la bonne indication efficiente, c'est pour les gens qui ont des IMC. Je vous ai rappelé pour ceux à tout hasard qui ne savaient pas ce que c'était, l'IMC entre 30 et 40. Alors les résultats, il y a une étude multicentrique
à la fois américaine et espagnole, qui montre que quand on regarde la perte d'excès de poids, alors on détermine dans les procédures de perte de poids l'efficacité si on a une perte d'excès de poids supérieure à 10% à 24 mois. C'est le critère d'efficacité des procédures bariatriques, qu'elles soient chirurgicales ou endoscopiques. Dans l'étude multicentrique, avec un suivi de 24 mois, vous voyez que ce taux est de 15,17 à 6 mois et à 18,6 à 24 mois. Donc les résultats sont bons par rapport aux critères qui sont demandés. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, comme il y a des pertes de vue, c'est un symptôme de l'obésité. Alors, en pair protocole, c'est mieux, effectivement, qu'en IT, mais l'efficacité est quand même réelle. Après, quand on regarde les IMC, quand l'IMC est supérieur à 35, on perd plus. Et quand on dit ça, vous le savez déjà avec les ballons, quand l'IMC est inférieur à 35, on perd un petit peu moins. Mais, vous voyez, comment dire, plus on est gros, plus on perd. Enfin, c'était vrai pour les ballons, c'est pas que c'est moins efficace, c'est que simplement on perd plus, quoi. Par contre, il y a une bonne corrélation entre les résultats à 6 mois et 24 mois. Un patient qui perd ses 20 kg en 6 mois, s'il est bien suivi, vous savez qu'il va continuer sur les 24 mois, que ça va être bon. Un patient qui ne perd pas bien les 6 premiers mois, il va falloir recadrer le suivi. Voilà ce que j'ai. Enfin, on le voit en général à 1 mois, à 2 mois, donc on a eu le temps de voir un petit peu aussi avant l'évolution. Il faut beaucoup suivre ces patients, je pense. Alors, les effets secondaires sur cette série, et une autre, je n'ai pas repris toutes les séries parce que finalement, c'est toujours les mêmes, il n'y en a pas beaucoup. C'est très safe, moi je trouve maintenant que c'est vraiment très safe. Les gens, ils se réveillent, il y en a qui ont du douleur, il y en a qui n'en ont pas, on fait quand même des points, il y en a qui ont mal, ça passe sous antialgique, pas grave, ils sortent le lendemain, il y en a même qui sortent dans les séries, ceux qu'on en fait beaucoup, il y en a qui font sortir le jour même, moi je pense que pour le confort, c'est quand même plus sympa de le garder la nuit. Il ne faut pas qu'ils vomissent, donc on leur donne ce qu'il faut, mais souvent ils vomissent très peu finalement. Il ne faut pas qu'ils vomissent parce qu'ils vont lâcher les sutures. Et donc il y a des nausées éventuellement, mais moi j'en ai pas beaucoup, j'ai surtout des gens qui ont un peu mal ou qui n'ont rien, globalement. Les complications, ça existe, mais ce n'est pas des complications graves. Théoriquement, on peut faire une perforation. Bon, c'est décrit avec les techniques dans d'autres indications, mais franchement, moi, je n'ai pas vu les indications dans les séries qui ont été faites sur ce sujet, sur les 6 gastroplasties. Enfin, ça peut arriver, quoi. On peut toujours avoir une perforation quand on fait un geste dans l'estomac, mais avec une fibroscopie simple. Par contre, on peut avoir des hémorragies. Alors, si c'est une hémorragie interne, enfin intragastrique, c'est pas très grave, puisqu'on signe, vous savez, comme on fait une suture, donc on peut faire l'hémostase nous-mêmes, puis on a des techniques comme en endoscopie. Par contre, on peut avoir des hémorragies extragastriques qui, en général, ont justifié, très rares, mais qui ont justifié juste des transfusions. Je ne crois pas qu'il y ait de gens qui aient été opérés. L'abcès périphonique, ça peut arriver, qui peut justifier antibiotiques et drainage. Bon, moi, j'en ai jamais eu. Bon, c'est des raretés, mais ça existe. Le pneumothorax, le pneumopéritoine, bien sûr, on travaille en CO2 quand même. Mais bon. Alors, et l'embolie pulmonaire, il faut mettre des barres. C'est comme la chirurgie, quoi. C'est les mêmes complications. Il faut mettre des barres en pratique. Les résultats d'une autre étude sont aussi très bons. Alors, elle a été rétrospective sur 6 mois seulement. Elle est plus récente. On voit, alors eux, ils ont des résultats. Moi, je trouve ça aberrant, ce résultat. Vraiment, on n'a pas tous les chiffres. Par contre, ce qui est intéressant, et ça, c'est vrai que moi, je le vois, ils ont des excellents résultats aussi sur la perte d'excès de poids. Parce qu'on détermine l'efficacité, mais on regarde la perte d'excès de poids. C'est pas un excès de poids de temps, le pourcentage est important. Et le pourcentage est très important. Tout ça pour dire que toutes les études, elles ne sont pas prospectives encore, mais enfin, il y en a qui sont en cours, montrent quand même une bonne efficacité sur la perte d'excès de poids à 6 mois et à 24 mois, comme je vous le montrais sur la précédente étude. Un des sujets, c'est quand même la courbe d'apprentissage. Là, je vous ai mis sur des séries qui ont été publiées. Ça c'est Mayo Clinique. Au début, 217 000, les 5 premiers patients. Après, il passe à 98. C'est vrai, il diminue de 50%. C'est bien. Bon, Lopez Nava, qui en fait depuis, il doit être à 700, 800 maintenant, il faisait 80 minutes, mais lui, il est doué. Bon, 50 minutes, 52 minutes, donc moins d'1 heure au bout de 25 patients. L'américaine, c'est une femme, alors forcément, nous, on est un peu plus lente, forcément. Donc, elle faisait 144 minutes, maintenant elle a 74, après 35 patients. Bon, après, peut-être qu'elle prend plus de temps. Enfin, bon, après, en tout cas, il y a une vraie courbe d'apprentissage. Ça, c'est pour vous dire, c'est pas parce que vous êtes faire le cochon à Munich ou je sais plus, à Hambourg, que ça va être tout de suite. Il faut s'entraîner. Mais elle est sûre, la courbe d'apprentissage. On avance, et c'est une technique qui est relativement safe. Donc, je trouve que c'est quand même... pas avoir peur, quoi. Nous, on a, à la clinique Trocadéro, nos premiers résultats, un peu plus de 12 maintenant, mais enfin, bon, quand j'ai présenté, c'était 12.
on a de bons résultats. Si on regarde la perte d'excès de poids, sincèrement, elle est beaucoup plus importante que 10%. J'ai donné le critère. Alors, les patients perdent 20 kilos en 6 mois, quoi, en réalité. Donc après, moi maintenant j'en ai quand même qui ont plus d'1 an, ils ont maintenu. Je vais vous dire comment aussi. J'ai aucune complication, tant mieux, je touche du bois, mais ça va m'arriver un jour, mais je gérerai, parce que je n'ai pas trop peur de ce que j'ai vu. Donc, et par rapport au ballon dont j'ai l'habitude souvent, c'est vrai que le post-op est plus facile, quoi. Et puis je ne me dis plus qu'il y a des complications, c'est un one-shot, quoi. Je fais le truc, bon, je vais peut-être avoir un petit effet secondaire là, mais après c'est fini, quoi. Les gens, je les revois, mais je ne peux pas les voir pour une complication, c'est comme la chirurgie. Une fois que c'est passé la sleeve, sont passés des moments un peu difficiles, bah, les chirurgiens, ils ont pas trop de problèmes à distance, quoi. Alors, l'efficacité, par contre, et là j'insiste, alors c'était vrai pour les ballons, je pense que depuis le temps que je vous le rabâche, bah, alors pour la sleeve, c'est vraiment une efficacité qui est corrélée à la prise en charge pluridisciplinaire pour modifier le corps. Ce ne sont que des outils pour vous permettre de perdre du poids plus vite et d'être suivi pour changer votre corps. Sinon, au bout d'un moment, bah, les sutures, elles ne vont pas durer toute votre vie quand même, hein. Ils vont rester en place, mais ça va se redilater comme les sleeve gastrectomies, puis il y en a qui vont peut-être lâcher un peu quand même aussi. Surtout au début, si le patient il ne fait pas gaffe, et si il n'est pas bien connecté, si jamais il mange trop au début, ce qui peut quand même arriver, j'en ai eu une qui a eu un échec, ben, il peut lâcher des sutures. Donc on est très très vigilant, il faut vraiment les encadrer les gens quand même, pour que cette belle technique marche bien. Mais ça marche très bien, mais il y a un suivi, quoi, un suivi. Alors, le suivi, bon, bah, ça peut être votre équipe sur place. Moi, j'ai l'équipe sur place, et puis j'ai Méthodeco, dont je vous ai déjà parlé, qui en plus maintenant évolue vers aussi l'éducation thérapeutique en e-learning. Et donc, avec ce vrai suivi-là, j'ai de bons résultats. Et je ne pense pas que je l'aurais forcément si je n'avais pas suivi. J'en suis même persuadée. Donc, je vous engage, et ce n'est pas une diète tous les 2 mois, ou une diète tous les... C'est deux consultes de diète par mois, c'est un vrai suivi, quoi. Je veux dire, reprendre l'activité physique, c'est aussi important que... Donc, si vous vous engagez dans ce circuit, enfin, dans cette technique qui est vraiment très intéressante, en tant qu'endoscopique, vous n'avez pas la culture de l'obésité, entre guillemets, il faut vraiment vous entourer d'une équipe qui vous comprenne, avec qui... Parce que les gens, bah, c'est une globalité, c'est pas... Parce que sinon, ils vont perdre du poids, puis ils vont reprendre. Et là, ils vont vous en vouloir, vu que le dispositif est quand même hors nomenclature, au passage, et qu'il est un peu coûteux, quand même. Donc les gens, ils ne vont pas comprendre. Il ne faut pas leur vendre du rêve, quoi. Alors, on va passer à un autre sujet. Les ballons gastriques sont intéressants dans la NASH. Il y a une étude déjà de 2012 qui l'avait montré, hein, sur une étude qui était très bien faite en plus, mais on y revient maintenant, parce que la NASH, ben, ça devient un sujet de plus en plus discuté. Déjà en 2005, il y avait déjà eu des publications qui montraient qu'au bout de 6 mois, significativement, tout ce qui était hyperglycémie, hypertriglycéridémie, hypertension, était amélioré au bout de 6 mois de façon très significative. Là, on a des études plus récentes qui montrent une corrélation à 6 mois entre une très bonne efficacité à 6 mois au niveau du score de stéatose, où on voit que les gens qui étaient à 3, ils passent au bout de 6 mois à 2. Et c'est vraiment important parce que bon, c'est un outil, le ballon qui est quand même assez simple finalement. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, on va avoir des cohortes, nous on est au Craig. Je le parle parce que je pense qu'ici il y a une chose à faire. Il y a les ballons c'est essentiellement fait en privé quand même. On est au Craig, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les industriels. Il y a sûrement un truc qui est hyper intéressant. Là, pareil, une autre étude récente qui montre bien que par rapport au bilan hépatique, à 6 mois, quand on le retire... Alors après, on est d'accord, hein, il faut que les personnes soient suivies en parallèle du ballon, parce qu'à distance, il ne faut pas que ça revienne. Mais il y a une vraie efficacité, on va dire un effet push au départ, avec le ballon, qui est hyper intéressant pour la NASH. Et le fameux qui fait des sleeves aussi, il est partout, lui, à Mayo Clinique. Hein, bon. 75%, une étude récente aussi, 75% d'amélioration de l'indice d'activité à la PBH, 80% en amélioration de 2 points dans la NFDL et 15% de patients avec une réaction de la fibrose. Donc, c'est quand même très intéressant. Enfin, moi, c'est pour ça que je pointe le sujet ici. Après, pour finir, alors ça, c'est une technique qui est récente, mais qui a quand même
2-3 ans. C'est surtout le Brésil, hein, parce que là-bas, on fait les choses plus facilement qu'ici, on va dire. Alors, paradoxalement, la FDA ne l'a pas encore accepté, mais nous, on a le marquage CE. C'est pas pour ça qu'on en fait, mais en tout cas, je veux que vous soyez au courant. Donc, c'est un traitement de l'insulinorésistance et du diabète, avec, en fait, le principe, c'est, quand on a un déséquilibre alimentaire, on a des modifications au niveau de la muqueuse. En fait, c'est le principe de l'endobarrière. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. L'endobarrière est retirée pour des complications hépatiques, d'infections hépatiques, mais néanmoins, moi j'en ai posé, c'est vrai que c'était hyper bien, c'était un équivalent du bypass, on disait que c'était le bypass endoscopique, et c'était très intéressant. Et là, le principe, c'est il y a des modifications donc, mucosales qui favorisent la résistance, le syndrome métabolique, le type de diabète, la NASH. Donc si, avec ce procédé, on va modifier ce qui se passe au niveau de la muqueuse duodénale, eh ben, on va pouvoir améliorer la résistance à l'insuline et le syndrome métabolique. C'est ça le principe. Alors comment on fait? On utilise un tube qui a un ballonnet et on va brûler carrément, on va brûler la muqueuse. Alors quand on voit la première fois, c'est impressionnant quand même. La muqueuse duodénale. Alors, je vous ai mis une petite vidéo pour vous rendre compte. Alors, je vous rassure, avant on soulève avec du sérum FIO, enfin des produits, la sous-muqueuse pour ne pas perforer, quoi. Et voilà, et on progresse petit à petit et on brûle. Et ça sent le cramé, je peux vous dire, un peu comme le barbecue, quoi. Bon, alors, je ne voulais pas trop déborder le temps, mais quand vous reprenez après, une fois que c'est cicatrisé, c'est nickel, le duodénum est nickel. Et il y a eu des gens... on passe... Ah oui, il y a déjà eu une première étude pilote qui a montré qu'il y avait une efficacité sur les gens qui avaient un diabète de type 2 mal contrôlé. C'est un peu comme l'endobarrière, en fait, qui avait montré ça aussi, et avec quelque chose qui était à peu près similaire à la chirurgie bariatrique, mais pas avec les mêmes complications quand même. Donc c'est intéressant. Et puis en plus, les Brésiliens, quand ils présentent, on peut recommencer plus tard, quoi. Enfin, c'est une technique qui est ici. Voilà. Après, le temps que ça dure, c'est parce que c'est le vrai sujet, quoi. Et là, ils ont mis en place une étude en 2016 de multicentrique, randomisant double aveugle, diabétique, traitement glucémique d'une durée de 2 ans, dont les résultats vont sortir. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Bon, c'est pour que vous soyez au courant quand même. Et puis, en fait, ma conclusion, c'est qu'il y a un vrai essor de l'endoscopie bariatrique. Au GIFOD, le sujet, il y aura le symposium endoscopie et obésité, où on va parler de tout ça. Il y a maintenant un congrès qui existe depuis plusieurs années. Bon, après, c'est les précurseurs, le MIBA, à Madrid. Donc, c'est un sujet vraiment qui est important, quoi. Voilà, je vous remercie.